Le live Twitch va commencer. Ok. Le On est live parti là Twitch va donc. commencer. On est en direct là. Ouais. Ok. Le Salut à live Twitch tous. va commencer. Donc, oui, C'est quoi on est en direct. Et le live Ouais. Twitch va Frédéric commencer. Tu fais la présentation, Simon? Ouais, Toi, t'es voilà, facile, hein. comme ça, vite. Le live Twitch va commencer. Ah non, Donc, c'est à Oui, pas oui, votre vas-y, gauche, vas-y. donc Si on s'arrête vous là. tu es le avez, MC. à votre gauche, vous avez. Non, alors j'ai un problème, j'ai pas de son en Tu retour. nous entends là ou pas? Moi, je vous entends, mais je sais pas si le public nous entend. Est-ce que le public dans le chat peut nous dire s'il nous entend? Le chat, il va s'afficher là. Il y a un petit décalage. Ouais. Il y a un petit décalage dans la vidéo, donc il y a peut-être un petit Je décalage. suis décalé avec moi-même. Ouais. Vous Regarde. avez du Alors si son, tu vous, fais sur ça, votre. tu vas voir. Ça va faire un petit. Voilà. Il y a à peu près 5 secondes de décalage. Je vais demander au chat s'il nous entend. Parce Comment que si je faire? demande. Alors, audio du bureau. Ah, non, attends. Hop, non, là, il est bon. Parce que si je demande par l'audio si vous nous entendez, vous nous Ah, entendez mais il y a pas. Thomas Perrino qui nous dit que ça marche, il est quand même là. Bon, bah très bien. Ah, Alors, il est quand même là. Merci Thomas. On comptait sur ton soutien. on est en direct Bien. et donc je vous laisse avec Frédéric Couder qui est à gauche, écrivain et qui a écrit Au Feu Sacré, donc le bouquin que vous voyez à l'écran et que vous voyez triplement à l'écran. Donc dans la collection des Feux Follets, Ils te croiront mort, En les bas de livre. bourgeois sont bêtes, En bas de livre. où il nous a dit pourquoi il lit Les Amours jaunes de Tristan Corbière. Et à droite, vous avez Fabien Thévenot, fondateur du Feu Sacré, créateur de la collection des Feux Follets, et qui a édité donc le livre Co-créateur. de Frédéric. Co-créateur avec Alain Junion. Oui. Et donc, eh ben, je vous laisse, et je coupe mon micro, et allez-y, faites-vous plaisir. Ok, bon, bah, c'est parti. Chers amis, merci d'être avec nous. Donc, c'est mon deuxième live. Mais je dirais plutôt que le premier était un dépucelage, donc on peut dire que celui-là, c'est quand même le vrai premier. En plus, là, je me retrouve dans la position de maître de cérémonie, donc bon, voilà. J'attends énormément de toi. Je sais que j'ai une grosse pression et que ce n'est pas du tout dans mon habitude de faire ce genre de choses. Donc, c'est mon premier live, c'est ton premier aussi. Donc, tu avais déjà fait ce genre de choses? Oui, enfin, plus ou moins, j'ai traîné mes guêtres sur YouTube, voilà, Ouais, dans des conditions techniques plus ou moins hasardeuses. ok. Bon, bah, ça me rassure. Donc, voilà, l'idée, c'était de se retrouver en vrai, parce qu'on habite dans la même ville et que c'était un peu idiot de faire une espèce de chat à distance. Absolument. Voilà, là, on est vraiment physiquement ensemble, quoi. Et nous avons fait un livre ensemble. Et on a fait un livre ensemble Parce en que- 2015, donc c'était quand même bah, il y a 8 ans. Il Oui, y a 8 ans? oui, bah, Ça me semble bizarre de dire ça. J'ai pas l'impression que ça fait aussi longtemps que ça, mais voilà. On a fait ce livre il y a 8 ans. Donc la première collection des Feux Follets, c'était une série de trois livres qui sont sortis ensemble, qui avaient été édités ensemble. Donc je rappelle un peu bon, l'idée des Feux Follets. Je pense que vous preniez mieux. Enfin, je pense que vous vous souvenez à peu près du concept, mais l'idée du point de vue économique, c'est peut-être intéressant de le rappeler. C'était de publier des plus petits livres, mais pour le prix d'un livre, en fait. Globalement, du point de vue économique en tant qu'éditeur, c'était de publier des choses, des formats plus petits, et en même temps, voilà, sur les grandes feuilles au niveau imprimerie, quoi, voilà, euh, comment dire, pour le prix d'un grand livre, d'en publier trois petits. Donc, voilà, Et c'était quoi la commande aux écrivains, à moi, à d'autres? Qu'est-ce que tu nous as demandé? Qu'est-ce que tu nous as Alors, dit? Assume ce que tu nous as dit. oui, alors qu'est-ce qu'on vous a dit? L'idée, c'était, je me souviens qu'avec Alain, l'idée, c'était de demander aux auteurs quel était leur livre de chevet et le livre sur lequel, le livre qui les avait fait, qui les avait un peu formés en tant qu'écrivains et voilà, sur lequel, qui les habitait toujours et sur lequel ils avaient encore assez de jus aujourd'hui pour écrire quelque chose, voilà, qui les avait traversés en tant
en tant que jeune lecteur, en tant qu'écrivain, en tant que personne, quoi. Et donc, tu m'as demandé d'écrire un livre sur un livre Mhm. que j'avais lu, relu, dont je m'étais nourri moult fois. Et là, tout de suite, j'ai pensé à trois, quatre auteurs différents. Ouais. Donc, il y avait Calaferte, Ah ouais. que finalement Ludovic Villard a fait et très bien fait. Ludovic l'a fait finalement. Donc, Ouais. C'est sur quoi que tu voulais de Calaferte? à ton avis, Oui, sur Septentrion. Septentrion, d'accord. Bon. Donc, Ludo l'a fait, très bien. il a très bien fait. Donc, Mhm. j'ai pensé à Moby Dick, Mhm. j'ai pensé à Céline, qui a été fait. Mhm. Je pensais à Marie Crédit Céline. Et puis, j'ai pensé, là, quand c'est venu, c'était une évidence totale et on n'allait pas se battre pour parler de lui. On n'allait pas se bousculer au portillon. J'ai pensé à Tristan Corbière, Mhm. l'homme d'un seul livre. C'est pratique, hein, on parle d'un auteur qui a écrit un livre. Donc, euh, ça aurait pu être Walt Whitman et ses feuilles d'herbe. C'est Tristan Corbière et ses amours jaunes. Donc, je t'en ai parlé et tu m'as dit, OK, Ok, on y va, mais moi feu je l'avais vert. pas lu, donc il a fallu déjà que je l'achète, que je le lise, Et parce que c'est un livre qui m'avait échappé, quoi. c'est un gros recueil. C'est un recueil unique, évidemment, sorti en 1873. Mhm. Sauvé de l'oubli, de l'anonymat grâce à Paul Verlaine, Ouais, qu'on a c'est vrai. sauvé d'autres de l'anonymat grâce à son livre Les Poètes Maudits. Dans Mhm. Les Poètes Maudits, il y avait un type qui s'appelait Arthur Rimbaud, il y avait un type qui s'appelait Tristan Corbière et deux autres. Donc déjà, merci à lui, sinon je pense que j'aurais jamais rencontré Tristan Corbière Mhm. et tu m'as laissé carte blanche. Oui, tout à fait. Bah oui, oui, c'était l'idée aussi de pas de, comment dire, pas forcément de donner de cadre trop spécifique pour que chacun puisse se réapproprier la commande. C'est-à-dire que au niveau du nombre de signes, c'était limité. Voilà, c'était la seule limite, c'était le nombre de signes, quoi. Il fallait rendre un manuscrit qui rentre à peu près. Donc ouais, on était autour de, je sais plus, 80 pages. ouais, 80 pages. Ouais. 80 pages, bien, Je ne sais plus en nombre de signes ce que ça, c'était bien. autour de 80 000. Je Oui, sais pas si tu- oui, je me souviens plus, mais ouais, les Donc, chiffres. ouais. Mais bon, j'ai respecté la consigne. Voilà. Et ce qui a permis du coup de sortir trois livres qui étaient quand même très différents. Le premier, bon, d'Alain Junion, qui est voilà, qui est un livre sur Céline, euh, bon, bah, qui est écrit à la manière d'Alain Junion. C'est comment dire, à la fois une forme littéraire assez enthousiaste, assez libre aussi. Le livre de Frank Smith sur hop là, il est tombé là. Le livre de Frank Smith, du coup, sur Bartleby, bah, qui est un livre, bon, voilà, Simon l'a montré, un petit live Twitch il y a un petit mois dessus. Donc, voilà, qui est un livre un peu plus, je dirais, un peu plus à dispositif, quoi. Bah, un peu plus à la manière ouais, la manière dont écrit Franck, quoi, avec un, voilà, chapitrage, un déroulé, quoi. Donc, un livre assez passionnant, mais voilà, qui se lit vraiment ouais, dans un déroulé, une forme un peu plus conceptuelle. Et donc le tien, qui je pense est vraiment, ben, comment dire, moi ce qui m'a intéressé dans le tien, c'est que il y a une part d'essai, il y a une part de fiction dedans, et surtout, c'était le premier des trois où il y avait quand même beaucoup d'humour. Et Bah, je crois que si ça demandait ce traitement-là, ça Mhm. demandait cette note-là. Tristan Corbière fait exploser beaucoup de cadres, fait preuve d'un humour tout azimut. Euh, je ne parlerai pas comme une sorte de punk qui fait péter la forme poétique à son époque, mais on n'est Mhm. pas loin de ça. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup mais il y a une dimension tragique dans le parcours de cet homme. Mais vraiment, il n'est pas là pour s'emmerder et pour emmerder les autres. Mhm. Et moi, j'avais pas envie de m'ennuyer à écrire ce livre que tu m'avais proposé d'écrire. J'avais pas envie d'ennuyer mon lecteur. J'ai beaucoup pensé à Frédéric Dard, San Antonio, qui était le premier écrivain qui m'a aidé concrètement dans ma vie. Ouais. Ça t'a Euh, décomplexé à l'époque mais de j'étais lire d'art? complètement décomplexé. Ouais. Là-dessus, donc je suis parti avec l'idée, je vais écrire un livre sur Tristan Corbière,
quelques-uns avaient déjà été écrits, hein. Je les avais lus pour la plupart, je les ai relus pour les besoins de ce livre. Bon, Corbière, c'est quoi? C'est une espèce de poète maudit, d'ovni à son époque, qui aurait vraiment pu disparaître complètement. Il a fallu un siècle pour que l'université daigne s'intéresser à lui. André Breton l'a mentionné dans son anthologie de l'humour noir, mais tout ça aurait pu se terminer très vite, en fait, aurait pu tourner court. Mhm. Donc moi, par rapport à ça, par rapport à un bonhomme qui m'a accompagné pendant plus de 20 ans, qui m'a imprégné, il en a imprégné d'autres qui l'ont pas forcément reconnu comme influence, mais je me suis dit, là, il y a une justice à rendre. Il y a vraiment, il faut que je parle de lui. Mhm. C'est évidemment documenté, tout ce que je précise historiquement est vrai, mais je me permets beaucoup de choses, à savoir, il y a la vie de Tristan Corbière, ok, que je raconte, avec une veine sans antonienne, on va dire, Mhm. et puis il y a le making-of du roman, enfin du essai en train de s'écrire. C'est-à-dire, j'insère des dialogues entre l'auteur de l'essai, en l'occurrence moi, et une Cindy Jennifer, qui, euh, qui prend Corbière par un autre bout, on va dire. Ouais. Et voilà. Donc il n'y a pas de vache sacrée, c'est pas une géographie. Euh, ça Et reste. en même temps, elle ne le prend pas à la légère non plus, Non, quoi. non, 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 tout à fait. C'est pas une discussion. Non, non, voilà, ça parle c'est quoi la littérature, c'est quoi cette écriture, c'est quoi les amours jaunes, c'est quoi ce gros recueil qui ressemble pas à grand-chose. Je voulais vous le présenter, ce gros recueil, et puis je l'ai cherché, et puis semble-t-il, je l'ai prêté à quelqu'une qui ne me l'a pas rendu. Mhm. Donc je profite de ce live pour lancer un appel. Machin Machine, si tu Rends le m'écoutes, livre. rends le livre. Le feu sacré a les moyens de te retrouver et rends le livre Les Amours jaunes. Voilà. Les Amours jaunes, c'est vraiment l'influence que Gainsbourg n'a jamais reconnue. Ouais. Parce que quand on lit Les Amours jaunes, vous avez tout l'homme à tête de chou dans Les Amours jaunes, hein, vraiment. Sorti 1873 chez un éditeur à l'époque considéré comme quasi pornographique. C'est pas un éditeur de poésie qui a publié Les Amours jaunes. Donc voilà. Attends, L'homme à tête de chou sort pas en 1973? Si, Un siècle après, ouais. mais quand tu vois comment Gainsbourg écrit, quand tu Mhm. vois l'humour, l'humour stylé, le nihilisme nonchalant, tout ce qui caractérise en tout cas ses premiers albums avant qu'ils connaissent vraiment le succès, Mhm. c'est du pur Corbière. Je pourrais citer des extraits de Corbière, tu dirais aussi de Gainsbourg. Donc, donc c'est une influence qu'il n'a jamais reconnue. Tu vois, je sais rouler une amourette en cigarette, je sais rouler l'or et les plats et les filles dans le beau drap. Ça, c'est pas Gainsbourg version jazz 60, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est Les Amours jaunes 1873. Maintenant que tu le dis, c'est assez évident. Mais c'est évident, il ne l'a jamais reconnu. Mhm. C'est évident, je dis pas ça pour accabler Gainsbourg, hein, Melody Nelson a fait partie des chocs de ma jeunesse, mais Corbière en fait partie aussi. Mhm. Donc, gratitude. Sans être dupe du bonhomme, encore une fois, qui a un parcours, il meurt évidemment jeune, Jeune. avant 40 ans, évidemment, hein, Mhm. c'est pas comme nous, hein, c'est pas, voilà, On va se dégrader lentement. voilà, on connaîtra ça. Triste de nous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Salut, c'est Cindy Jennifer. Salut Cindy Jennifer. Ah, mon Dieu. On t'embrasse. Voilà, Tu es- merci pour, Je sais pas ce que tu deviens depuis que tu as embrassé un homme qui venait de manger un kebab, mais oui, il y a des scènes de kebab Mhm. qui entrecoupent le parcours biographique de Saint-Gorbière. D'ailleurs, il y a des scènes de kebab avec un éclairage conçu pour entretenir la fatigue. Et j'ai l'impression que ça parle un petit peu de Non. l'éclairage de ta cuisine, non? Bah, écoute, j'ai fait de faire en sorte que, hein, Voilà, donc on retrouve l'origine du texte, c'est-à-dire, on va faire un petit léger panneau là. Voilà, l'éclairage du kebab vient de là-haut. Donc, nous en étions à Cindy Jennifer. C'est un des follets qui me fait le plus rire, dit Warren. Eh ben, écoute, moi aussi, en même temps, je pense que c'est peut-être. Attends. Ouais, est-ce que c'est pas un des seuls où il y a quand même de l'humour?
Et ça, c'est... Dans les autres, je pense qu'il y a un peu d'ironie dans certains, notamment, je pense, dans le Ferré, là, sur Bruit de fond, le Dôme de Lilo. Il y a quand même ouais, beaucoup de ça. Ouais, sinon, tous les autres sont quand même beaucoup plus. Alors, pour te dire les choses Ouais. simplement, mais c'est un sujet très sérieux, en fait. Mhm, Puisque tu m'as invité à écrire ce bouquin, c'est que tu me reconnaissais au moins en tant que lecteur, déjà. mhm, C'est ce que nous sommes, ce que sont tous les auteurs du Feu Follet, c'est des lecteurs. J'ai tendance, vraiment, c'est de plus en plus rédhibitoire pour moi, à me méfier d'œuvres sans le moindre humour. mhm. Il peut y avoir des exceptions. Dans la bibliothèque, il y a vraiment des exceptions, mais je me méfie quand il y a une totale absence d'humour. Et je me méfie également quand il y a de l'humour systématique. On va dire, voilà, grosso modo. Après, je devais parler de Corbière à des gens que je ne connaissais pas, je ne savais pas pour qui j'écrivais. Si pour toi, c'est sûr, mais qui ne connaissaient pas forcément Corbière. Donc, comment je leur en parle? Comment je leur présente? Et la première chose que je raconte, puisque je suis dans une narration, c'est pas un gros mot, Mhm. euh, je- la première chose que je raconte, c'est comment, moi, dans les années 80, je suis arrivé à ce gros livre, Les Amours jaunes de Corbière. Ouais, Voilà. par le biais Donc, de Dunkerque. Dunkerque, Betty Blue, les années 80, toutes ces choses-là. Il y a un contexte qui est... Voilà. Et à cette époque-là, évidemment, dans les années 80, la lecture, les livres qui comptent pour moi, c'est des poches d'air sous la banquise. Voilà. On essaye de trouver où respirer. Donc, certainement Corbière m'a permis de respirer. Certainement Corbière m'a intoxiqué aussi, comme tous Mhm. les artistes importants pour nous. Bien sûr. Et je savais que je m'adressais à des gens qui connaissaient pas forcément Corbière. Mhm. Voilà, donc j'étais son Son passeur, hein. avocat, son passeur, euh, et le bonhomme est incroyable, extrêmement spectaculaire, extrêmement entre Paris et la Bretagne, puisque une bonne partie de sa vie c'est Roscoff, Morlaix, etc. Et puis de temps en temps il revient sur Paris, où il prend soin de ne pas fréquenter d'auteurs, mais de ne fréquenter que des dessinateurs et des peintres. Ça aussi, ça fait partie des aspects très importants pour moi. Mhm. Euh, et ces va-et-vient permanents dessinent sa trajectoire, qui pourrait être la trajectoire d'une vie complètement ratée, parce qu'il n'a pas rencontré le succès de son vivant, parce que il est mort jeune, parce que il a eu des problèmes physiques de santé certains. Mhm. Et pourtant, quand je lis certains universitaires qui en parlent comme une sorte de Calimero plus ou moins drôle, ce type-là avait un rapport à la mer, sans eux, hein, à l'océan, systématiquement grimpait dans son petit bateau et partait par le gros temps, dans les pires conditions qui soient pour s'éclater. Mhm. Les gens qui traitent de Calimero, qu'ils aillent en mer par le gros temps. Puis on en reparle après. Voilà. Il adorait recevoir ses amis parisiens en Bretagne et les embarquer sur sa barcasse, faut pas exagérer, Mhm. mais Et les faire flipper. et leur faire connaître le naufrage. Il Mhm. renversait le bateau. Ouais. Mais je trouve ça magnifique. Voilà. Mhm. C'est une anecdote parmi 50 racontées là-dedans. Il n'y a pas besoin d'en inventer à ce niveau-là. Il y a pléthore, quoi. Mhm. C'est vrai. D'ailleurs, Warren dit c'est le seul follet sur de la poésie, et c'est très juste. Après, la poésie, j'ai tendance à penser qu'elle ne se trouve pas que, Dans les voilà, recueils de poésie, on voilà, est d'accord. vraiment, Ouais, voilà. ouais. Mais D'ailleurs, souvent, elle n'est pas dans certains recueils de poésie. elle est particulièrement absente de certains recueils de poésie, il faut bien le dire. Bah, j'en profite, je vais vous lire quelques critiques de l'époque sur ce recueil, comment il a été reçu. Donc, extrait de la Renaissance littéraire et artistique. En ce temps-là, les revues pouvaient s'intituler comme ça. Des idées baroques, étrangement sceptiques, rendues dans une forme saccadée, nerveuse, blême et surtout irrégulière. Ça et là, quelques beaux vers et quelques conceptions très larges, souvent de l'humour et une façon propre de voir les choses. Voilà, on se mouille pas trop, on n'en dit pas trop de bien non plus, mais après ça se gâte. Euh, Quand même, dans la presse, on le désigne comme un poète en dépit de ses vers. Ça se mérite une appellation comme ça. Euh, euh,
Nous ne voulons pas qualifier sa forme, qui est digne des poètes burlesques. Toutes les règles de la poésie, la rime, le rythme, sont trop souvent mis de côté. Si l'auteur les considère comme des entraves inutiles, pourquoi n'a-t-il pas écrit en prose? Et sur de petites politesses. Mhm. Et plus les articles arrivent à l'époque, plus ils résonnent étrangement. Un livre étrange, de poèmes étranges, par un peintre étrange. Mais vous me demanderez sans doute, ce livre, est-ce un bon livre? Non, ce n'est ni un bon livre, ni un livre bon. C'est plutôt un mauvais livre qu'un livre mauvais. Mais certainement, cela n'est point médiocre. Tout y est marqué au cachet d'une puissante individualité. Cependant, nous ne conseillerons à personne de le prendre pour modèle. Voilà, c'était la réception de l'époque. J'espère que ça vous a donné envie de lire Les Amours jaunes, qui sont encore bien, voilà. Et en même temps, ils ont tous trouvé quand même une petite formule toujours assez bien vue, quoi. Enfin, assez bien vue. Elle tombe à côté, mais en même temps. Ils ont capté qu'il se passait quelque Ouais, chose, ouais. mais ils se sont pas trop mouillés ou non, quand même. Puis, quand on voit à tous les niveaux, il est capable de. Ok, il se fonde un poème sur l'océan. Très bien, c'est son élément, c'est son domaine, il connaît par cœur. Mhm. Il reprend la forme Océanovox, le poème de Victor Hugo. Il le reprend, il le parodie, il les fait exploser en vol. Voilà. Il faisait ça, Corbière. C'était sans participer d'un mouvement, d'un collectif. Donc, vous comprenez bien qu'à ce jeu-là, bah, il ne s'est pas tiré que des amitiés. Il s'est tiré beaucoup de balles dans le pied, hein, pour le coup. Euh, Poète en dépit de ses vers, comme on a dit. Voilà. Mhm. Ça se mérite. Ouais, ouais, ouais. Mais alors justement, ça tombe bien que tu arrives sur ces pages-là, parce que moi, je voulais te demander comment, enfin, je sais que c'est des choses qu'on retrouve parfois dans certains livres, le fait d'aller rechercher des vieilles recensions, des critiques, etc. Mais par quel biais tu es passé pour retrouver des critiques aussi anciennes? Alors, il y a quand même des gens qui ont fait le boulot. Donc, clairement, moi, j'écris ce livre en tant que Mhm. lecteur amoureux de Corbière, en ma qualité, en ma légitimité d'autodidacte absolue. Et ça allait très bien pour Corbière, donc ignoré de l'université pendant très longtemps. Ceci dit, comme je ne suis pas une contradiction près, la formule Whiteman, je me contredis, alors je me contredis. À Mhm. la fin, je remercie quelques personnes à la fin du livre, dont quelques universitaires qui ont fait le boulot de, j'allais dire de mormons, qui sont allés retrouver des articles introuvables, etc., etc. Donc, évidemment, j'ai eu accès à ça. Il y a une biographie de Jean-Luc Steinmetz qui est vraiment une biographie vraiment complète, sans complaisance, qui ne remplace pas absolument pas mon livre. Mhm. C'est tout à fait autre chose. Mais clairement, je me suis nourri de cette biographie pour parler de Corbière et pour parler de la postérité de Corbière, Mhm. de ses D'accord. héritiers, lui Ouais. qui n'a pas eu d'enfant, et de parler de. On a, un auteur n'apparaît pas comme ça ex nihilo, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à aucun moment. C'est toujours un processus, il y a toujours une généalogie, il y a toujours. Voilà. Et je te suis encore redevable d'avoir pu parler de lui. Ok. Bon, bah, écoute, c'est toi qui as fait tout le boulot quand même. Très bien. Zéro complaisance comme Arsenal dans ce Grosse programme. référence footballistique. Ouais. Ouais, désolé. Alors là, moi, j'avoue, je suis l'arrière. Vous parlez aux deux mecs les plus nuls du monde. Ouais, excellent, c'est le Messi de la poésie. Oui, d'accord, ok. Ouder au Real de Madrid, si son niveau s'améliore. Ok. Donc, dans Les Amours jaunes, vous avez plein de choses qu'il ne faut absolument pas faire quand vous écrivez de la poésie à l'époque ou aujourd'hui, hein. Donc, Les Amours jaunes, c'est un gros recueil, bizarrement foutu, avec 7 parties inégales, dont une partie éponyme qui s'appelle Les Amours jaunes, hein, une partie qui s'appelle Jean de Mer, une partie qui. Il est question de l'amour, il est question des femmes, il est question de la mer, il est question des femmes, il est question de l'amour, il est question de la mer. Voilà. Mhm. Ça tourne autour de ça. Euh, c'est très, très inégal. La ponctuation est démente. Donc, vous avez facilement à la fin d'un vers 2 points d'exclamation suivis de 4 points de suspension.
vraiment les différents éditeurs qui ont réédité le recueil ont dû s'arracher les cheveux, quoi. Et voilà, ça fait partie des choses spécifiques à ce recueil. À la fois, il est très facile à lire, il est très scandé, il est très rythmé, c'est un gros recueil. Il est même facile à lire à l'oral, en fait. On Ah, peut presque se le lire. il s'y prête complètement. C'est un livre à lire dans un gueuloir, quoi. Il s'y prête, Mhm. vraiment, volontiers. Et surtout, pas à un moment, vous pouvez penser qu'il a été écrit à son époque. Mhm. Voilà. Mais est-ce qu'il a été pensé comme un livre en entier ou est-ce que c'est un recueil Si. tardif Alors, de compilation? là, comme on parle d'un livre vie, en fait, d'un livre unique hein, dans la vie de l'auteur, Mhm. euh, auteur qui par ailleurs dessinait, peignait comme d'autres d'ailleurs, comme Baudelaire, comme Hugo, mais si l'architecture s'est fait petit à petit, intuitivement, mais il a bâti ce recueil hein, Mhm. dans la durée, Euh, ce qui donne une brique qui pour moi une brique de fondation. Hein. Bon, c'est des livres comme ça qui, voilà, vous mettez les Amours jaunes là, vous mettez Moby Dick là, vous mettez l'Odyssée là, vous mettez, c'est des briques. Voilà. C'est vraiment inépuisable. Évidemment, le lire à 16 ans, c'est une chose. Mhm. Le lire à 40, c'en est une autre. Euh, mais Et vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas rencontré ce type au programme à l'école? Bah, c'est peut-être une chance, hein, finalement. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il avait évidemment toute sa place. Voilà. Et en même temps, tu sais bien que les choses qu'on te force à apprendre à l'école sont pas forcément, tu les reçois pas forcément de la même manière puisqu'elles viennent de l'institution. Donc, c'est peut-être pas une si mauvaise chose Je crois que tu as raison, c'est une Ouais. chance de rencontrer des auteurs qui nous parlent, qui nous nourrissent de façon hors institution. Ouais, 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 Mhm. bien sûr, Ouais, ouais. c'est sûr. Mais ma question, c'était plutôt de savoir si comment dire, si Corbière, quand le livre a été publié, l'avait pensé tel quel, ou si c'est Les Amours jaunes est une compilation de Pas textes du tout. qui a Ça a été été pensé, élaboré par absolument, Corbière, absolument. d'accord, donc, Absolument, il lance la pression. Encore une fois, chez un éditeur, je ne vois plus le nom, là, qui était absolument pas un éditeur de littérature, qui était quasiment un éditeur pornographique. mhm. J'insiste là-dessus. Tout y est, quoi. Tout est en place pour la légende. Ouais, 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 Euh, c'est euh, vrai. euh, et, euh, et comme je ne crois absolument pas, la postérité, ça me fait rigoler, mais je ne crois absolument pas que ce qui reste est forcément les meilleures œuvres littéraires et tout. C'est pas vrai. Il y a des grands auteurs qui disparaissent totalement. Je suis absolument convaincu. Mhm. Euh, Corbière aurait vraiment pu disparaître complètement. Et même Rimbaud. Hein, il y a Verlaine qui a, à ce moment-là, il y a le cousin de Tristan Corbière qui tire la manche de Verlaine, lui dit que son cousin avait beaucoup de talent, mais il est Mhm. mort. Et Verlaine sort ce fameux livre, Les Poètes maudits, et accomplit une très, très, très bonne action. Voilà. D'ailleurs, oui, l'expression de poète maudit est restée Voilà. marquée au fer rouge, Avec quoi. tout le côté caricatural qu'il peut y avoir, mais de fait, dans le cas de Tristan Corbière, Mhm. j'évoque les cartoons, j'évoque beaucoup de choses. Il surjoue quelque chose à un moment donné. Il y a une chose que j'ai pas précisée sur Tristan Corbière, ce poète maudit, à la drôle de carcasse tordue, à la mort précoce. Son père, j'allais dire, son père, c'est celui d'Isère. En fait, son père, c'est un auteur à succès. Son père est un aventurier qui a navigué à travers toutes les mers du monde, qui sort des romans maritimes d'honnête facture, qui ont un succès considérable. Là-dessus, il se met avec une femme qui a genre 40 ans de moins que lui. Ils font un petit, le petit s'appelle Tristan Corbière. Euh, à l'état civil, c'est pas Tristan. Hein. Il y a Mhm. d'autres prénoms, mais il change pas son nom. Il assume son nom. Il assume le nom de son père, mais il change son prénom. Et il prend une direction radicalement l'opposé de ce qu'a fait son père. Et il devient le symbole du poète maudit. Je précise tout de suite bizarrement, entre le père et le fils, c'est pas qu'une histoire de haine, il y a de l'amour. C'est ça Oui, qui est oui, oui, paradoxal. oui, les C'est extraits de la ça, correspondance, c'est notamment, ça que tu as repris dans le livre. c'est totalement paradoxal. Imaginez un auteur à succès, vraiment le mania d'édition, le mec à la fois aventurier, à la fois qui a un poète
qui a un poète maudit comme fils, quoi. C'est totalement improbable. Ça a eu lieu. Leur correspondance est magnifique, je la mentionne à plusieurs moments. Voilà, ça mérite d'être mis en avant. C'est pas Yann Moix, c'est son daron, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, quand Tristan Corbière meurt, son père lui survit quelques mois, hein. Voilà. Donc ça, c'est assez émouvant. Ok, et aujourd'hui, euh, quel, est-ce que tu as l'impression que Corbière a gardé cette... J'ai l'impression qu'il... Bah, à la fois, il est quand même aujourd'hui édité dans la poésie de poche de Gallimard, donc c'est quand même une collection importante. Et en même temps, voilà, j'ai l'impression que il navigue quand même entre deux eaux, entre une espèce de reconnaissance légitime et une forme de toujours de semi-oubli, qu'il est toujours un peu à la lumière. La situation éditoriale est Ouais. bâtarde. Mhm. Bâtarde depuis le début. La genèse est bâtarde. La première publication est bâtarde. Et c'est très bien comme ça. Mhm. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est... Il revient loin. Il revient loin quand même. Il aurait pu être simplement considéré comme une curiosité, enfin, ce que certains considèrent encore, hein, aujourd'hui, hein. Mhm. Faut voir qu'à l'université, ils ont attendu les années 60 du XXe siècle pour l'étudier, mais il y a encore aujourd'hui des gens qui parlent d'anti-poésie quand ils parlent de Corbière. Mhm. Bon, voilà, sans commentaire. Je ne vais pas me lancer dans la définition de ce que c'est ou pas la poésie. Si j'en ai une, je la garde pour moi, si j'en ai une. Mais en tout cas, c'est c'est une très bonne et très mauvaise fréquentation, Corbière. Voilà, je vous y invite vraiment. Mhm. Encore, lisez Amour jaune, éventuellement lisez mon livre, mais Ouais. lisez Amour jaune. Euh, il y a une énergie extraordinaire, même dans le poème le plus désespéré et drôle. Voilà, moi j'écris ce bouquin vraiment en tant qu'autodidacte, j'insiste. Mhm. Les autodidactes ne sont pas meilleurs que les autres, hein. Généralement, les autodidactes finissent aussi mal que les universitaires. Ça, c'est un truc que j'ai découvert sur le temps. Mais ils finissent pas mieux. Mais en tant que vitaliste aussi, en termes d'énergie, c'est extraordinaire. Sa façon de balancer parfois sa souffrance, ou c'est vraiment incroyable. Mhm. Évidemment, je parle de ce qui fait à la langue, de ses phrases, de ses vers, de ce qu'il ose. Et il ose vraiment beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Oui, mais moi, ça a vraiment été une découverte, tu vois. Moi, je me suis mis à le lire, du coup, avant d'accepter ta proposition. Et c'est vrai que, bah, déjà, je me suis demandé d'où venaient mes connaissances de Corbière, parce que, enfin, je le connaissais de nom comme tout le monde, mais je me suis aperçu que, effectivement, j'étais comme dans le cas de la plupart des gens, c'est-à-dire que, voilà, c'est un nom qui te traverse, mais dont tu n'as pas forcément lu les œuvres, quoi. Donc, moi aussi, je te suis. Super. On va pas passer la soirée à te Super, ouais. remercier, mais Ouais, ouais. voilà, ouais, je suis aussi très reconnaissant de ta part ouais, ouais, d'avoir fait de Après, m'avoir transmis ça. en termes de valeur sociale ajoutée, vous n'avez pas grand-chose à gagner Mhm. en vous revendiquant de Corbière. Voilà, ça ne va pas vous faire gagner des points. Il y a d'autres auteurs qui sont beaucoup plus intéressants dont il vaut mieux être le porte-étendard. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Très bien. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un extrait que tu voudrais lire du livre de ton feu follet, De mon feu follet. ou Déjà, que je pourrais lire. Notamment, en le relisant là, il y a quelques semaines, je suis retombé sur un moment où tu parles de tarot et ça m'a beaucoup amusé. vas-y, Et je me suis dit que ça fait partie des dialogues avec Cindy Jennifer. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être lire ce petit passage à deux. qui fait un peu la jonction. Ah bah oui, oui, oui. Ok, Tu fais donc, Cindy Jennifer ou je- non, tu peux peut-être faire Frédéric Oudert. non, 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 je fais Frédéric Oudert. voilà, donc tu prends ta voix la plus grave. Ok, Et d'accord. moi, je suis Cindy Jennifer. Très C'est bien. page combien? C'est 41. 41. Voilà. T'as tiré une drôle de carte. Attends, on va partir avant. Ok, vas-y. Ah, c'est quoi cet éclairage là? C'est conçu pour entretenir la fatigue. T'as tiré une drôle de carte avec Corbière.
C'est l'une des moins demandées. Avant de l'observer, c'est mieux de la nettoyer un peu. Après les crachats qu'elle a essuyés, Je me souviens quand tu m'as décrit le jeu de cette famille, la poésie française. c'était un peu tiré par les cheveux. C'est une image que j'aime bien développer en bon autodidacte. Non, ça m'avait parlé. Corbière, tu le ranges dans quelle famille? Mieux. Si c'était une lame du tarot, une figure, ce serait laquelle? Le fou, un type seul, accompagné de son animal. Il ne végète pas, il marche. On ne sait pas. Attends, on ne sait pas s'il sait où il va. Il porte des grelots à sa ceinture, à son col, et un drôle de bonnet. Il y a beaucoup d'originalité et de folie chez lui. C'est pas simple, c'est très parlant. Ça ressemble à un joker. Ça ressemble à la carte de l'excuse dans l'autre jeu de tarot. Après, dans ta première question, tu me demandais à quelle famille de poètes se rattachait Corbière. Et Il y a un type, je rouvre mon calepin pour trouver la citation, un type qui s'appelle Ezra Pound et qui dit quelque chose sur Corbière. Quelque chose comme si Corbière n'a pas inventé un procédé nouveau, il a du moins rendu au vers français la vigueur de Villon ainsi qu'une intensité à laquelle aucun Français n'avait atteint pendant les 4 siècles qui séparent dans le temps ces deux poètes. Et Pound s'y connaît en matière de corsaire. dans ta face, Hugo. Dans ta face, Lamartine. Dans Dans ta ta face. face. Voilà, la citation d'Ezra Pound étant évidemment tout à fait exacte. J'imagine. Parce qu'évidemment, Corbière, pendant qu'il était au purgatoire, qu'on n'en parlait pas, à part Breton qui daignait le mettre dans son anthologie de l'humour noir, pendant ce temps-là, il y avait des auteurs étrangers, souvent anglo-saxons, pas que, mais souvent anglo-saxons, souvent nord-américains, qui, eux, avaient bien repéré Corbière, dont Ezra Pound. Voilà, c'est tout. Ça se passe comme ça aussi. Il était francophone, Pound? Pound a écrit sur les troubadours tellement de choses. Ouais, ouais. Il était passionné de la France, passionné d'Italie, évidemment. Mhm. Et puis ça a fini. Mais bien sûr, Ouais. bien sûr qu'il connaissait extraordinairement bien. Mhm. La langue française. Il y a, je vais pas partir d'un autre sujet, mais la jeunesse d'Ezra Pound, ce qu'il a fait avant la Deuxième Guerre mondiale, est absolument extraordinaire de générosité, de curiosité. Mhm. Il connaissait l'Europe, il connaissait la France, il connaissait l'Italie de façon tellement remarquable. Donc Corbière ne lui avait pas du tout échappé. Voilà. Ok. Il y en a qui font le boulot. Je digresse, mais tu connais une bonne biographie de Pound? Oui, Je lui demande souvent des, oui, des oui, conseils oui, oui, biographiques de. oui, il y a le mot volcan dedans. Il y a le mot volcan, qu'est-ce qu'il a écrit? Ouais. Le titre est une espèce de référence sur au-dessus du volcan, un truc comme ça. Enfin, c'est une espèce de pseudo-référence, mais oui, oui, maintenant sur Pond, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Il y a des choses à lire sur lui, et cette biographie m'a paru une très bonne introduction. Mhm. Pond n'étant pas un auteur facile, évidemment, je ne vais pas mentir. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'y balade, pas plus, et je n'ai pas du tout fait le tour. Je n'ai pas. Il y a des choses qui m'ont marqué à vie, d'autres choses qui me passent toujours au-dessus de la tête. Donc, je ne vais pas mentir là-dessus, hein. Mais pas en étant vraiment un auteur, à mon avis, que je lirai toute ma vie. Voilà, ça fait partie des auteurs. Donc, si Corbière vous permet d'aller à Pone ou réciproquement, c'est parfait. Voilà. Mhm. Voilà. Un bon chemin. Voilà. Ce qui est bien, c'est que Pone salue Corbière parce que tout de même, tout le monde prend Pone très au sérieux. Mhm. Corbière, c'est pas si sûr. Ezra Pound prenait Corbière au sérieux. Oui, Voilà. oui. Tu sais à quelle époque il écrit ça, Pound? Plutôt dans les années 30, Mhm. dans mon souvenir. Voilà. D'accord. Donc, oui, oui, oui. C'est pas la fin de sa vie. Oui, oui, d'accord. C'était pas tellement le sens de ma question, mais oui, oui, ta réponse fait sens. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur cet essai? Je l'ai écrit incroyablement vite, Mhm. Oui, je me rappelle que tu m'as envoyé un manuscrit très très rapidement. très rapidement, genre moins d'un mois, Mhm. sachant que, voilà, j'avais quarantaine, 45 ans, sachant que ça faisait une trentaine d'années que Corbière m'accompagnait d'une façon ou d'une autre, que je le fréquentais d'une Mhm. façon ou d'une autre.
Donc, ça se passe comme ça, hein. Il y a parfois on va dire, il m'a fallu 30 ans et un mois pour écrire le recueil, quoi. Voilà, grosso modo, l'essai. Et surtout, je voulais que les gens tournent les pages, me suivent quand je reparle de Corbière, voilà. Donc, j'allais pas inventer des choses fausses, j'allais pas. Tout est vrai historiquement, sauf un petit détail qui est le nom d'un hôtel en Italie, mais à part ça, tout le reste est vrai. Mhm. Et après, libre à vous, d'abord des Amours jaunes de Corbière, vraiment, c'est. Et puis, il y a cette grosse biographie Steinmetz, la très complète, une biographie presque à l'américaine, avec beaucoup de détails. Euh, Depuis, on a trouvé des inédits de Corbière, on a trouvé des choses. Euh, L'actualité Corbière peut encore mettre quelques rebondissements. Voilà. Ils n'ont pas été ajoutés d'ailleurs au recueil Les Amours jaunes, les inédits, ou ils ont été édités à part, je sais plus. Ils ont été édités à part. Il y a Ouais, eu un carnet noir, ou je sais plus quoi. ouais. Encore une fois, on parle d'un auteur qui est mort jeune, qui a priori laisse qu'un livre derrière lui, Mhm. sauf que pas tout à fait. Il y avait autre chose qui était en cours. Il y avait un recueil qui devait s'appeler Mirliton, ça vous dit tout, du bonhomme. Et puis, il y avait des dessins, des peintures, toujours ce rapport au trait aussi, qui était très important pour Corbière et qui me bouleverse pour le coup. Mhm. Euh, voilà. Mais ces peintures et ces dessins, ont pas, enfin, j'imagine que ça a dû être édité, Ça a mais été édité, moi, absolument. j'en ai jamais vu. C'est pas, ça a pas Bah, l'air d'être une alors, partie de son œuvre qui est tellement. c'est un peu plus mis en valeur maintenant. Tout le monde connaît, par exemple, de Baudelaire, certains des autoportraits qu'il a fait de lui. Voilà, Mhm. tout le monde a en tête des autoportraits de Baudelaire, à des âges différents d'ailleurs. Généralement, il ne s'épargne pas du tout, hein. Corbière, c'est un peu pareil, mais il va plus loin. Il est carrément dans la caricature, dans l'autocaricature. Euh, il ne s'épargne pas. Voilà. Mhm. Il y a cet aspect-là. D'accord. Bon, bref, si vous voulez chercher, allez sur Google Images. Vous trouverez des choses. Ouais, très bien. Alors, on pourrait peut-être parler un peu de. Attends, qu'il y a des. On lit vos Ah, messages. pardon, oui, bien sûr, il faudrait qu'on fasse un petit. La question que tout le monde se pose sur la poésie de Corbière, c'est d'où vient Cindy Jennifer? J'avais besoin d'elle. Ah Le oui. recueil n'aurait pas pu s'écrire sans Cindy Jennifer. Il fallait, voilà. Donc, voilà, tous en nous notre Cindy Jennifer et il suffit de la laisser parler. Ouais, 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 non, mais à la lecture du livre, j'ai quand même cherché qui dans ton entourage aurait pu faire office de Cindy Jennifer et je n'ai trouvé personne. Parfois, sur les réseaux sociaux, elle revient. Ah ouais, ouais. Voilà, avec des commentaires. Voilà. Comme les gens qui créent des pages pour leurs animaux, c'est ça? Oui, mais ça, c'est l'autre partie de ma vie. Très bien. Alors depuis, donc, on a édité ce livre en 2015. Tu l'as écrit en je sais pas, 2014-2015. Il n'est pas périmé, hein. Il n'est pas périmé, il est toujours trouvable sur le site Absolument. sacré.com. 7,50 €. 7,50 €, Imbattable. voilà. Il n'a pas pris de, comment on dit là, Tout l'inflation. augmente, tout Voilà. augmente, Il n'y a sauf pas eu le d'inflation, frais. voilà, sauf Corbière. Ils n'ont rien compris, en fait, en termes économiques. Donc voilà, en 2015, ce serait bien qu'on parle un peu de toutes les choses que tu as écrites depuis 8 ans, Alors, parce que tu as quand même publié quasiment un truc par an depuis Ouais. 2015. Et tout ne se vaut pas. Je veux dire, franchement, Ouais. j'ai sorti une vingtaine de bouquins, tout se vaut pas, tout. Il y a des bouquins qui sont très chers, que je crois, en tout cas, voilà, compter dans mon parcours. L'essai sur Corbière, c'est le seul essai que j'ai écrit dans ma vie, donc Mhm. c'est pas neutre. Oui, moi, c'est aussi ça qui m'intéressait quand je t'ai fait la Voilà. proposition. 2 ans plus tard, j'ai sorti un roman dilettante, Armageddon Strip, très important. C'est un roman, hein, même si je parle de quelque chose que je connais bien, à savoir Avoir une mère témoin de Jéhovah. Mhm. C'est un roman, je pousse le bouchon très loin. Je pense que je ne serais pas allé aussi loin. Ouais. Je me demandais si aujourd'hui il serait publiable. Oui, ouais, 2018-2019. C'était avant MeToo, ouais. Non, mais c'est le. Voilà, c'est un livre sur une mère témoin de Jéhovah et son fils dessinateur de bande dessinée. Tiens, comme c'est Mhm. bizarre, on retrouve le dessin, on retrouve le trait très important. Et alors, ça va partir en cacahuète très fort. Mhm. Donc ça, c'était 2018-2019. 2 livres, ensuite très importants pour moi. Un recueil de nouvelles écrit à 4 mains,
avec Julie Diard, Mhm. autrice au Clos Jouve. Euh, Qui est sur le chat et qu'on embrasse, même voilà. si elle n'est pas très loin de nous. Voilà. Donc, c'est très noir, c'est très trash, c'est très rythmé, c'est très cadencé, et c'est une de mes plus belles expériences d'écriture. J'avais jamais fait ça, écrire à quatre mains comme ça. Le contexte, c'était ce qu'il était, c'était l'année 2020. C'était ma façon à moi de pas devenir fou. Mhm. Les nouvelles sont écrites à l'os, et les gens qui connaissent très bien les deux auteurs sont incapables de savoir qui a écrit quoi. Toutes les nouvelles sont écrites à deux. Voilà. Et pour finir, un roman. Euh, Écrit aussi à 80. non, Non? malheureux. Ah, pardon, excuse-moi. C'est drôle parce que, Je suis bon, con. il se trouve que Julie Viard, Comme c'est le même éditeur, oui, et puis peut-être je que me Julie suis Viard est concernée par le contenu du roman, possiblement. mais non, je lui écris ça dans son dos, en fait. Voilà. Donc, découvert après. C'est, je suis très heureux de ce roman. C'est évidemment pas mon premier, mais on est à la lisière du fantastique. Il est question de rencontre amoureuse, il est question d'une vue portuaire. Et l'écriture étant enfoncer une énième porte ouverte, mais étant un processus, ce livre-là n'aurait pas été possible sans les précédents. Et certainement, d'une façon ou d'une autre, Corbière a participé à ce livre-là. Ça, Mhm. certainement. Donc, je crois complètement en ça, aux influences. Euh, une forme de communion des saints. Mhm. Voilà. Très bien. C'est, c'est... J'ai le temps de parler de deux, trois autres auteurs. C'est Open Mic. Ok. Alors, je vais parler d'auteurs des éditions de Clos Jouve, Oui, qui est ta maison d'édition, on peut le rappeler. que j'ai, c'était créé par Philippe Bouvier. Ah, On gère à deux, mhm. mais vraiment, donc Philippe Bouvier est le premier à avoir publié Julie Viard, donc deux recueils de textes courts, très courts, c'est de la prose. A priori, on n'est pas dans la poésie, c'est extrêmement ciselé, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas Et ces deux livres ont été fort bien accueillis le jour où la dernière Claudette est morte et les gens ne se rendent pas compte. Et d'ici un mois, aux éditions Lise Botu, toujours de Julie Viard, Mhm. pas d'équerre, un livre, là encore, texte court, euh, droit dans la cible, sur un livre très politique, l'air de rien, très bien écrit, mais très politique, sur la fin d'un monde, en l'occurrence, le monde du lycée professionnel. Pas le livre de prof de plus sur le milieu des profs, pas du tout. Ça serait ça serait très ennuyeux. Donc voilà, vraiment un livre très énergique, pas mortifère, sur une situation pour autant plein effondrement. Mhm. Autre ouvrage, ça je peux le faire grâce au feu sacré. Je sais qu'avec le feu sacré, on peut parler de littérature et la spiritualité, la politique, tout ça a sa place. On n'est pas comme certains qui se veulent très en avant et qui en fait sont presque des puritains, pas du cul, des puritains de la spiritualité, Des des puritains puritains, d'idéologie. oui, des puritains de Dieu. Ah, je veux dire, ils ont peur de certains thèmes, ils ont peur. Donc là, un auteur qui a publié deux ouvrages au Clos Jouve, là, c'est Face contre Terre, c'est de la poésie. Euh, c'est euh, c'est l'homme nu. Hein. C'est l'homme nu. Je parlais d'écriture à l'os tout à l'heure. C'est l'homme nu. Et c'est une lecture en même temps assez réconfortante, même si pas complaisante. Voilà. Donc, je suis heureux de présenter ces deux auteurs différents du Clos. Je termine par un auteur qu'on n'a pas publié au Clos. Mhm. Euh, c'est pas le premier roman de Grégoire Damon, c'est son premier roman chez un gros éditeur. Chez Châtel, c'est sorti en 2019. Depuis, Grégoire Damon a sorti plein de recueils de poèmes. Voilà. Mhm. Vraiment, c'est un auteur à suivre. Il se permet d'être beaucoup plus jeune que nous, donc on n'en dira pas trop bien non plus, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire le cours d'échelle à la génération suivante, quand même, il faut déconner. Mais voilà, vraiment une énergie, une générosité dans l'écriture phénoménale. Euh, et ça fait du bien, même si il n'est lui aussi pas du tout complaisant. Là, il parle du milieu du travail, concrètement.
Il le fait Voire du Le Pen prolétariat de la exactement, restauration rapide. et pas pour pleurnicher, se victimiser, etc. Et en même temps, il n'est pas dupe du tout, hein. Mhm. Donc, la langue est là, les phrases sont là, enfin voilà, comme Corbière, comme ça cingle, la musique est là, et on ne s'ennuie pas. Voilà, je ne vous ai pas présenté que des auteurs où on ne s'ennuie pas. Mhm. Rien ne justifie qu'on s'ennuie. Tu as publié un autre livre de Gilles Farcet aussi, il y en a deux, hein, Oui, donc, l'omission, alors très différent. ouais. L'omission, c'est de la poésie narrative. Là, pour le Mhm. coup, c'est presque une enquête, je dirais pas policière, mais C'est une enquête intime intime, sur une histoire de vécue. famille. Voilà, une histoire de famille, secret de famille. Secret de famille, il y en a plein à la rentrée littéraire. Mhm. Là où c'est pertinent, intéressant, c'est que le secret de famille qu'il raconte, qu'il a vécu passé à cinquantaine, il le fait sans acrimonie, sans ressentiment, sans règlement de compte. Mhm. Il le vit d'une autre façon, de façon extrêmement intéressante. Et ça, on y passe ça tous les jours. C'est vrai. Voilà. D'une manière même assez bienveillante vis-à-vis comment dire, du fruit du secret en question. Bien Enfin, sûr. Voilà. bon, c'est un Voilà. fruit. Donc, ça peut faire écho Mhm. pour beaucoup d'entre nous à d'autres mauvais feuilletons en cours et amener à les percevoir un peu autrement. Donc, ça, c'est très, très précieux. C'est également aux éditions que j'ouvre. Voilà ce que je peux dire. Mhm. Alors, Très bien. Et qu'est-ce que vous avez prévu au Clos là dans les. au clos j'ouvre dans les tuyaux, il y a deux recueils de poèmes. Alors, ça, c'est la collection rouge, hein, que vous avez vu. Je vous ai montré que des livres en rouge parce que il y a trois Oui, oui, il y collections. en a On n'a deux. pas Il y a la 50 non collection plus. verte, hein, la Voilà. rouge, et la troisième, c'est. C'est la collection, il y a une collection d'essais, la collection Sprezzatura, la collection Champ Libre, la collection Bistra. Bistra, Mhm. c'est texte court. Il y a deux ouvrages de Gérard Guégan qui sont dans les tuyaux. Mhm. Nous avons publié déjà un roman inédit de Gérard Guégan. Ça, c'est un cadeau. Donc, Philippe Bouvier et moi-même, grosso modo, on a la cinquantaine. Ce qui nous permet de travailler avec des poètes surdoués, trentenaires comme Samy Sapin, hein, qui est Mhm. cette personne, magnifique recueil sur son métier d'infirmier, et de travailler avec des gens beaucoup plus âgés, Jean-Pierre Leonardini, Gérard Guégan, qui ont 70 ans et plus. Ça nous permet on est entre les deux là. C'est intéressant comme positionnement, comme situation, d'avoir 50 piges. Voilà. Ça nous permet ça. Voilà, ça, c'est les éditions Le Clos Jouve. Donc, il y a deux recueils de poèmes collection rouge et puis deux ouvrages de Guégan. La réédition de son tout premier roman, ça fera 50 ans l'année prochaine qu'il est sorti. La Rage au cœur, qui est un bouquin dément. Mhm. Euh, et la publication d'un inédit où il parle de son parcours de lecteur, des auteurs qu'il a rencontrés, aimés. Quand c'est mal fait, c'est très ennuyeux. Là, c'est juste passionnant. Mhm. Voilà, mais vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est dans les tuyaux. Après, la réalité, la petite édition, il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler. Mhm. Je vous renvoie au live entre Aurélien et Fabien, où ils parlent de la naissance des éditions Le Feu Sacré, où ils en parlent de façon à la fois informelle, très libre, et il y a des choses qui se disent là. Pour ceux qui savent écouter, c'est très rare. Vous n'entendez pas ça sur France Culture, généralement. Version passée sur France Culture, on ne dirait pas ça, d'ailleurs. On serait sous un autre type de pression. Voilà, voilà. Je Donc, tiendrais mieux. voilà. Je tiendrais droit, Gérard. Donc, les livres du Feu Sacré sont commandables sur le site du Feu Sacré. Les livres du Clos Jouve sont commandables sur le site du Clos Jouve. D'ailleurs, il y a l'URL là que Simon a mis voilà, en ligne, si vous voulez aller visiter le site. Yes. Faites-vous plaisir. Voilà. Et je voulais ajouter aussi que si vous vouliez vous abonner au compte Twitch du Flux Sacré, bah, vous pouvez le faire. Voilà, ça nécessite un petit abonnement, mais voilà, vous aurez des petites contreparties assez intéressantes et puis ça vous permet de soutenir aussi financièrement la maison d'édition d'une autre manière qu'en achetant ses livres, par exemple. C'est-à-dire trouver une autre manière de la financer. Voilà, donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, et le porte-monnaie, bien sûr. Tout à fait. Voilà, mon cher Fred,
Est-ce qu'on a. Est-ce que, on peut peut-être aussi parler des manuscrits en cours et des choses que tu vas peut-être publier toi de ton côté, pas en tant qu'éditeur, mais en tant qu'auteur. Ah, alors, je suis content de finir en tant qu'auteur. Bien sûr. Mais... Le problème, c'est que je suis un auteur superstitieux, Ah, d'accord. donc vous ne saurez rien, je ne vous dirai rien. Sauf que le mec superstitieux, mais bavard quand même, quoi. Donc, je ne dirai rien, Je vais pas mais t'empêcher. quand même. Euh, non, d'abord, j'ai toujours plusieurs chantiers à la fois, ça n'a rien d'original, parce que les peintres font ça, ont plusieurs toiles à la fois, donc d'avoir plusieurs manuscrits à la fois de nature très différente n'est pas forcément original. Là, j'ai un roman à peu près au point, deux recueils de poèmes au point, des choses indéfinissables. J'ai y compris un chantier d'écriture qui ne vise pas du tout la publication, ce qui est rare chez moi. Généralement, quand j'écris, c'est j'ai j'ai envie d'être lu. Je ne me cache pas derrière un petit doigt. J'ai toujours là, bon, bizarrement, j'ai un truc depuis quelques mois qui me prend un certain temps, hein, c'est normal, mais vraiment qui n'a absolument pas comme dessein d'être publié. Et c'est ça dont je vous parle en fait. Bizarrement. Ce sera ton inédit post-mortem, quoi. Non, mais justement, t'inquiète pas, je vais faire en sorte que ça ne sera pas publié. Non, c'est pas la question. C'est un autre usage. Mais c'est ça qui est fabuleux avec l'écriture, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout envoyer aux éditeurs. Il y a des choses que vous pouvez garder. Il y a des choses. C'est une question très personnelle, très intime. Je me souviens de gens très bien que j'ai rencontrés, qui écrivaient très bien, qui n'envoyaient rien aux éditeurs. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Pourquoi. Et maintenant, je comprends un peu mieux. Voilà. Question de moment aussi. C'est une question à quel moment. Est-ce qu'on doit vraiment faire lire et à quel moment et à qui? C'est des questions très importantes et il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais je crois que tu as omis quand même un livre, un recueil de poésie qui a été édité il y a moins d'un an. Ah oui, pile poil. Pile poil, tout à fait. Oui, j'ai acheté Absolument. il y a quelques... Aux éditions Gros Texte. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un ouvrage que je l'ai écrit, c'était, je crois, mon 9e ou 10e recueil de poèmes publié, avec ma réputation d'ancien auteur de polar qui écrit de la poésie. Je l'ai écrit vraiment en me disant, c'est mon dernier recueil de poésie. Voilà. Donc, je me lâche vraiment, il n'y avait pas d'autocensure, je faisais plein de choses. Mais lui, il y a des formes assez... Enfin, ouais, j'ai découvert des choses que tu n'étais jamais allé Voilà, rater, quoi. je vais très loin. Et je me disais, c'est mon dernier recueil de poèmes, donc, d'ailleurs, bah, il semblerait que ce soit pas le dernier, puisqu'il y en a deux autres. Ça, c'était pas prévu, voilà. Mais c'est très bien, que ça se passe comme ça, c'est très très bien. Quand il y a le désir qui est là, quand on n'est pas dans une morne répétition de quoi que ce soit, on fait pas fausse route. On peut commettre des erreurs, ça peut prendre plus de temps que prévu, mais on fait pas fausse route, en fait. Bah, je sais pas, si tu commences à me faire parler d'écriture, là d'un seul coup, ça se rallonge 1 heure, hein. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? On fait 1 heure supplémentaire ou ça reste? Je sais pas, il y a des questions, non, Ouais, je pense est-ce que vous pas. avez un follet à ceux qui s'abonnent avant la fin du live? Oui. Alors, quelqu'un a une question, visiblement. Le flux sacré a une question. On attend ta question. Nous allons faire un silence en attendant. Nous sommes prêts. Je crois, ouais. Non, je disais juste oui si vous voulez parler d'écriture pendant 1 heure. Hein. Ça sera avec plaisir. D'accord, ok, ok. Bah, Bon, l'écriture, c'est un rendez-vous, voilà. voilà. Et c'est tant qu'à faire, si vous pouvez juste ce petit rendez-vous, l'observer, le respecter le plus souvent possible, bah, c'est mieux pour vous, voilà. C'est tout. Je m'arrête là, hein. Après, le reste, Qui disait que c'est un muscle et qu'il faut travailler tous les jours? alors, oui, bah, en tout cas, oui, le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, bien sûr. Je crois que toi, tu as une hygiène, enfin pas une hygiène de vie, mais une hygiène, comment dire, Non, je n'ai pas d'hygiène de vie. Non, non, Par pas contre, j'ai une hygiène d'écriture. Une hygiène d'écriture. Enfin bon, je vais peut-être pas la révéler, mais ouais, je sais quand même. Oui, bien sûr. Aussi, Bien sûr. d'où tu trouves le temps et l'énergie d'écrire tout ça, parce Bien que c'est sûr. pas forcément. Oui, En plus, c'est même pas original, hein. Le fait de se lever tôt le matin,
Vous pouvez faire des anthologies complètes d'auteurs qui vous parlent du matin, de se lever tôt, Je le fais et je le fais par paresse. Vraiment. Mhm. Si vous êtes paresseux, faites-le si vous êtes plutôt du matin. C'est-à-dire que se lever tôt, on va dire, entre 5 heures et 7 8 heures. Vous pouvez faire en 2 3 heures, ce qui vous demanderait 5 ou 6 heures à faire dans l'après-midi. Mhm. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien cerné ça, vous ne loupez plus de créneau. Voilà. C'est très Ah, c'est pragmatique. un secret de paresseux, alors. C'est Ok. absolument. Mais les paresseux, la phrase de Céline bien connue, je suis pas plus génial qu'un autre, mais j'ai plus de méthode. Il n'était pas spécialement humble, Céline, pour une fois. Oui, il avait une façon de travailler. Il faut avoir une petite méthode. Il vaut mieux avoir trouvé, se connaître un petit peu, Mhm. et quand on est paresseux, on est organisé, en fait. Voilà. Mhm. On essaye oui, mais là, en 2 heures, je fais le boulot de 4. C'est pas mal, ça. Ouais, 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 c'est un bon deal, hein. Essayez. Ok, bah, Alors, ça, en fait, si vous voulez un coach en écriture, qui s'affiche. Frédéric, Masterclass. l'écriture. Masterclass. Rendez-vous Numéro. au prochain live Twitch C'est un séminaire, hein, par contre. Voilà. Ce sera pas gratuit, hein, Et je vous puis, préviens. et puis voilà. Puis avec des vrais autographes, Cindy Jennifer. Voilà. Ben, merci à Très toi, bien. Fabien. Bah, Merci à Simone. Simon. Ouais, Bah, de merci à rien, Simon. c'était Merci un à toi plaisir. d'avoir accepté notre. Tu dis quoi, Simon? Je disais que c'était un plaisir de vous écouter. Bah écoute, c'était une joie d'être là. Voilà, je suis toujours. Voilà, Merci au Feu Sacré qui permet de déployer plein de choses, de parler de plein de choses. C'est rare. Voilà. Ben, merci. Voilà, mhm. je connais des endroits tout à fait sympathiques où j'aurais pas pu parler de tout ça. Voilà. Ben, écoute, D'accord, oui, tu oui, reviens le quand tu chant. veux, hein. Mhm. Je disais, tu reviens quand tu veux, Frédéric. Voilà. Avec une perruque et je me fais passer pour Cindy Jennifer. It's Super. a date. Bon, bah merci à tous ceux qui ont suivi Ouais, et tous merci à ceux ceux qui qui ont regardé. suivront et tous ceux qui suivront en replay. Et puis ben, voilà, merci pour ce moment. Portez-vous bien. On vous salue Bah, bien tiens, fort. petite Et puis suggestion pour se quitter en musique. J'aime bien finir les lives, ouais. balancer un morceau. Est-ce que j'ai une suggestion? Non, mais il parlait des liens de Corbière avec Gainsbourg. Est-ce qu'il y a une chanson de Gainsbourg qui est corbièrissime pour toi? Très juste, Ah hein. bah, je te dirais dans tous les premiers albums, en fait. Dans tous ces premiers albums, du jazz dans le ravin, enfin, tu sais, tous ces trucs-là. Mhm. Tous ces premiers albums, chaque texte, c'est du Corbière, quoi, hein. C'est les 12 belles dans la peau, tous ces trucs-là, c'est du Corbière, hein, Allez vraiment hop, 12 belles dans la peau, c'est très bien. super. Bon, ça demande le temps que je trouve Voilà, le super, morceau super. sur YouTube. Et Parce que bah, ça va partir. Corbière sur l'amour vache,